Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de semaine du 11 août 2023 et on commence directement le show avec Charlotte Flair contre Asuka. À partir du moment où ils ont annoncé ce match, je savais que ça allait pas se terminer de manière normale, ça allait pas se terminer clean. La WWE, ils n'arrivent jamais à faire remporter des matchs clean en weekly ou même en pay-per-view. Donc encore moins avec Charlotte Flair. C'était un petit peu dommage en vrai de toujours avoir des matchs non clean. Au départ, le match était bien, ça commençait bien entre Asuka et Charlotte Flair, ça combinait bien, je trouve. Surtout du côté d'Asuka, de toute façon, Asuka elle est toujours excellente dans le ring. Je crois elle doit avoir 42 ans aujourd'hui et toujours autant intense dans un ring, c'est juste ouf à voir. Et le match, au bout d'un moment, va prendre notre tournure, puisqu'on aura tout Damage Control qui vont faire leur entrée. On aura Yosuke qui va faire un springboard missile dropkick sur Charlotte Flair et Asuka. Ensuite, elles vont continuer d'attaquer Asuka et Charlotte Flair. Assez spécial comme construction en vrai. Le fait que ce soit la championne qui vient chercher cette challengeuse, je sais pas, je trouve ça assez bizarre en vrai. Hâte de voir la suite, mine de rien. Il y avait plein de rumeurs qui parlaient du fait que Bianca Belair pourrait être la prochaine challengeuse pour Yosuke, puisque je crois qu'il y avait une histoire que C4 Energy, la marque qui était en sponsor avec SummerSlam, elle était tombée sur Bianca Belair et elle lui avait proposé du coup de faire son entrée avec la canette, etc. Et du coup, la WWE, dans un élan de folie, on va dire ça comme ça, comme ils ont vu qu'ils étaient intéressés et que c'était vraiment une bonne chose à faire, ils ont fait remporter le match à Bianca Belair avant de faire cash-in sur Yosuke. Enfin, avant de faire cash-in et Yosuke. Je sais pas si c'est vrai. Et du coup, suite à ça, la WWE avait dit qu'ils avaient. Enfin, dans les rumeurs, la WWE disait qu'ils avaient changé les plans et que pour finir, on allait partir sur une rivalité Yosuke-Bianca Belair par la suite. Je sais pas si ça va réellement arriver. Là, je comprends que la WWE a pas ramené Bianca Belair dans cet épisode de semaine parce qu'elle est censée être blessée, logique. Donc on verra bien la suite en vrai. Ensuite, on a eu AJ Styles contre Karrion Kross, encore une fois un rematch. Je crois que c'est leur troisième match en solo. Le match était vraiment pas incroyable. Pas mal de botches de la part de Karrion Kross. On pourrait dire que c'est des botches aussi d'AJ Styles, mais je pense pas qu'AJ Styles soit vraiment impliqué de fond dans ces botches. Surtout quand AJ Styles faisait son moonsault DDT là du coin du ring. Je sais pas pourquoi Karrion Kross il arrivait pas à se le prendre. Et ça partait en n'importe quoi. Enfin bref, le match était vraiment pas incroyable. Victoire d'AJ Styles qui remporte le match. Troisième victoire pour AJ Styles face à Karrion Kross. On est fatigué en vrai de cette feud, elle est vraiment nulle. Toujours Mia en plus elle est impliquée là-dedans, elle catch jamais, elle attaque Scarlett. Enfin bref, on s'en fout complètement. On sent vraiment que la WWE se relâche un petit peu là-dessus. Et qui nous met juste ce match-là pour avoir ce match-là dans une rivalité qui est totalement nulle à chier. Et on n'en veut pas personnellement. Je pense qu'on est tous du même avis. C'est vraiment une feud qui intéresse personne. Ensuite, Edge arrive sur le ring, il nous dit qu'il est à Calgary, ça fait longtemps qu'il n'a pas été à Calgary. Et il avait une petite idée, il veut un match la semaine prochaine, je pense que la semaine prochaine sera un SmackDown à Montréal si je dis pas de bêtises. Il veut un match la semaine prochaine face à un catcheur qu'il a jamais affronté. Donc là, pas mal de spéculations sur internet, les gens ils se disent quoi, Christian, quoi, il va affronter son frère Christian Calloway Wrestling, enfin bref, pas mal de spéculations. Mais finalement, il va affronter Sheamus, c'est vrai que Sheamus et Edge se sont jamais affrontés. Ensuite, Edge il va nous raconter pas mal d'histoires avec Sheamus. Comme quoi c'est grâce à lui qu'il est de retour sur les rings, puisqu'il a aidé juste avant le Rumble avec son Celtic Warrior Workout. Enfin bref, j'y crois moyen en vrai que ce soit réellement grâce à Sheamus que Edge soit de retour. Mais bon, si c'est la vérité, tant mieux. Mais du coup, juste après, Sheamus et les Brawling Brutes vont arriver dans le ring. D'ailleurs, ça va me faire plaisir parce que Edge, quand il va parler à Butch, il va l'appeler Pete au lieu de l'appeler Butch. Et tant mieux. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas. En tout cas, j'espère que ça pourra l'aider par la suite, Pete Dunne, parce que ça y est, Butch, on en a marre. Mais en tout cas, c'est une petite promo assez sympa où Sheamus et Edge vont échanger 2-3 petites anecdotes. Enfin, il n'y a pas de réelle rivalité entre les deux. Ensuite, Edge, à la fin de sa promo, il va demander à Sheamus si finalement il accepte son challenge ou pas. Sheamus, évidemment, il va accepter en disant à Edge qu'il espère qu'il n'a pas fait d'erreur en lui lançant ce challenge. Pas méga hype non plus personnellement par ce match qu'on aura la semaine prochaine. Après, c'est un match qui a jamais eu lieu, donc tant mieux. Mais je suis pas vraiment hype en vrai. On va voir ce que ça va donner, mais sans plus personnellement. Ensuite, on a LA Knight qui a affronté Top Dollar. Encore une fois, c'est pas un rematch, mais c'est toujours dans la même lancée. LA Knight qui va affronter Ashanti la semaine dernière, il me semble. Là, elle affronte Top Dollar, c'est juste pour donner un match à LA Knight. Je m'en fous un petit peu personnellement. Victoire de LA Knight qui remporte le match facilement sur Top Dollar, donc il n'y a pas réellement d'histoire racontée. Il n'y a pas de profondeur, c'est un peu nul. Et c'est du genre de victoire facile que je déteste à la WWE. Tu pourrais nous faire un match bien, même si là t'as LA Knight et Top Dollar, c'est pas non plus deux masters du ring. Tu pourrais nous faire un match bien où tu pourrais raconter quelque chose, mais tu nous fais un match où tout va dans un sens et c'est LA Knight qui remporte le match évidemment. Donc victoire de LA Knight.
personnellement je m'en fous un tout petit peu. Il y a eu pas mal de petits segments pendant cet épisode de SmackDown, surtout des segments qui vont dans le même sens, mais j'y reviendrai un petit peu après. Mais par contre, on a un autre segment avec les Street Profits et Bobby Lashley. On sait toujours pas c'est quoi le nom de leur nouveau groupe. En tout cas, ils sont là, ils sont posés, ils vont raconter leur vie. Et ils vont nous dire un truc intéressant. Il dit qu'il est temps maintenant que le nouveau sang, si je peux dire ça comme ça, prenne le contrôle de SmackDown. Donc en gros, ce qu'ils veulent dire, c'est que fini la Bloodline. Maintenant, c'est autour du business 2.0, si je peux dire ça comme ça. On sent vraiment que c'est une construction à la WWE actuelle de vouloir changer un petit peu cette histoire de la Bloodline qui va toucher bientôt à sa fin, j'imagine, dans pas longtemps, avec reprendre un autre truc. J'espère que ce sera toujours pas dans la même dynamique qu'on a avec Judgment Day, avec la Bloodline, parce que là ce serait vraiment redondant. C'est sympa d'avoir des factions à la WWE, c'est toujours sympa de pouvoir s'identifier à plein de catcheurs comme ça dans une faction, et c'est vraiment badass, je trouve, d'avoir une faction. Mais si tu fais toujours la même dynamique, toujours aller dans le même sens, que tout ça soit comme le Judgment Day et la Bloodline, ce serait vraiment nul, personnellement, je trouve. Surtout à la WWE, c'est toujours un petit peu le même fond qui est raconté avec les factions, et c'est un peu dommage. Toujours cette histoire de t'as la faction, ils sont ensemble, ils sont unis, ils vont tout détruire. À un moment donné, ils vont tous devenir champions parce que c'est la patte Triple H. Je crois qu'il est traumatisé de la dispute d'Ira, donc il veut donner les titres à tout le monde. Enfin bref. Et à un moment donné, il y a des petites tensions qui arrivent, finalement ils se détruisent pas, et au bout d'un moment, ça fait un climax où ils vont finir par se séparer. Et là, tu crées une histoire sans dessus-dessous. Enfin bref. C'est intéressant avec la Bloodline, avec le Judgment Day, je sais pas, ça peut être plus intéressant que ça. Pour l'instant, c'est méga intéressant ce qui se passe avec Judgment Day. Mais si tu fais ça avec toutes les factions, c'est vraiment... Je trouve ça redondant le fait de teaser à chaque fois qu'une faction va se détruire, un petit peu comme Damage Control, finalement il se passe rien. Un petit peu comme Imperium, finalement il se passe rien. Je trouve ça nul à chier. Ça fonctionne avec la Bloodline, ça fonctionne avec Judgment Day, mais là si tu refais la même chose avec tout le monde, ce sera totalement nul et personnellement j'en veux pas. Pour qu'une faction fonctionne à la WWE, moi je dirais qu'il faut qu'ils soient tous unis les membres de la faction, donc qu'ils arrivent à interagir ensemble quand il faut les aider ou quoi que ce soit. Mais que quand il faut partir sur leur projet à eux, ils y vont. Donc par exemple, la Bobby Lashley se dirige vers un titre solo ou une feud solo. Et à côté de ça, t'as les Street Profits qui vont se diriger vers les titres par équipe quand il le faut. Ils peuvent aussi catcher ensemble, c'est pas un problème. Mais pour moi, c'est ça qu'il faut dans une faction et c'est ce qu'ils font pas réellement avec Judgment Day. Puisque Rhea Ripley, elle est une catcheuse solo, mais elle va pas s'occuper des catcheuses solo pour défendre son titre et c'est un petit peu dommage. Enfin bref, c'est pas le sujet. Ensuite, on était censé avoir Santos Escobar contre Austin Theory, c'était le match qui était prévu. Santos Escobar qui avait remporté la sorte de petit tournoi pour affronter Austin Theory, mais tout au long de la soirée, Austin Theory va pas arrêter d'attaquer Santos Escobar. Je me suis dit, c'est n'importe quoi, pourquoi ils font ça? Jusqu'au moment où, quand Santos Escobar est autorisé à catcher, il fait son entrée, mais c'est encore une fois attaqué par Austin Theory. Donc à ce moment-là, Adam Pearce va prendre une décision, il va dire à Rey Mysterio qu'il va le remplacer. Donc on aura Rey Mysterio contre Austin Theory pour le titre des États-Unis. Et finalement, vous allez voir que même si ça m'a un petit peu déçu au départ, je me suis dit que c'était une superbe construction d'avoir fait ça. C'est pas non plus du génie à 100%, mais en tout cas c'est une bonne construction. Donc le match commence, honnêtement c'est pas le match de la soirée, mais en tout cas c'est un match sympa, en vrai il est pas méga long. Austin Theory on en a marre. Et on arrive à la fin du match où Rey Mysterio part en 619, victoire de Rey Mysterio qui devient champion des États-Unis. C'est un petit peu sorti de nulle part, personne s'y attendait, je trouve. Mais en tout cas, la construction est là. On sent vers quoi la WWE essaye de se tourner. LWE, c'est une des plus grosses réussites de la WWE en 2023. Je crois que c'est une des meilleures choses qu'ils ont pu faire à la WWE. Ça fait plaisir. Rey Mysterio il est champion, donc c'est le fameux champion mexicain face qu'il voulait avoir. Et là, on se demande pourquoi ils ont pas fait. Ils ont pas fait le truc normalement avec Rey Mysterio qui remporte face à Santos Escobar pour aller affronter Austin Theory. Et là, c'est là où tout est écrit et où tout est génial parce que Rey Mysterio à ce moment-là, il va pouvoir faire son run de champion face. Mais à côté, tu auras Santos Escobar qui va en vouloir aussi du titre des États-Unis. Donc peut-être ça va partir sur un heel turn sur Rey Mysterio pour dégager Rey Mysterio de LWO. Et là, tu auras une histoire intéressante qui va se lancer entre Rey Mysterio et Santos Escobar. Et si tu veux franchement établir Santos Escobar en tant que catcheur solo, une win pour le titre des États-Unis face à Rey Mysterio sera bien plus impactant qu'une win face à Austin Theory qui a un règne totalement nul à chier. Donc voilà, on est sauvé de ce règne de Austin Theory. Maintenant, on va voir où ce qui va partir. J'ai bien peur qu'il parte aux oubliettes pour l'instant, mais je pense que la WWE va toujours le garder sous le coude, un petit peu comme ils le font avec Omos, un petit peu comme ils le font avec d'autres catcheurs. Mais je pense que c'est vraiment décevant tout ce qui s'est passé avec Austin Theory, lui qui était vu un petit peu comme le futur John Cena, le futur de la WWE, etc. Moi personnellement, je suis descendu du train, je m'en fous totalement et c'est vraiment plus ce qui m'intéresse Austin Theory.
Et pour terminer, on a eu le fameux segment de la Bloodline où Roman Reigns s'attendait à ce que Jey Uso il acknowledge son Tribal Chief. Donc là, on a la Bloodline qui font leur entrée, on a Jimmy Uso qui arrive par la suite, et on a Roman Reigns qui remercie en quelque sorte Jimmy Uso, il lui dit merci pour ce que tu as fait, maintenant je te dois un truc, donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux une nouvelle voiture, tu veux un yacht, tu veux... Qu'est-ce que tu veux? Donc il continue de lui offrir des choses, sauf que là Jimmy Uso il lui dit qu'il veut rien, qu'il n'a pas compris que ce qu'il a fait à SummerSlam, ça avait rien à voir avec Roman Reigns, donc il s'éloigne de tout ça. Roman Reigns va même lui demander s'il voulait être son nouveau bras droit, mais Jimmy Uso il refuse. À ce moment-là, Jey Uso fait son entrée. On aura Jimmy et Jey qui seront face à face, et Jimmy va expliquer à Jey Uso que ce qu'il a fait à SummerSlam, c'était pour sauver son frère. Il voulait pas que son frère, en portant ce match face à Roman Reigns, il voulait pas qu'il devienne le nouveau Tribal Chief. Il voulait pas effacer 37 ans de vie entre eux, puisqu'ils sont jumeaux évidemment. D'ailleurs, on oublie souvent qu'ils ont 37 ans les deux. Il commence à se faire vieux, mais bon, ça se remarque pas du tout. Il voulait pas oublier 37 ans comme ça, en ayant Jey Uso en tant que Tribal Chief. Donc s'il a fait en quelque sorte, c'est pas forcément pour Roman Reigns, mais c'était plutôt pour aider son frère Jey Uso. À ce moment-là, Jimmy Uso, il quitte le ring. Jey Uso, il va se mettre face à Roman Reigns. Il va pas perdre de temps. Super kick sur Roman Reigns. Ensuite, Sikoa va venir vouloir attaquer Jey Uso, mais super kick directement. Il arrive à les maîtriser les deux jusqu'au moment où il va demander à Jimmy Uso de ne pas aller trop vite et de revenir sur la scène. Donc là, Jey Uso et Jimmy se recroisent. Jimmy Uso, il veut refaire un câlin à son frère, sauf que là, Jey Uso, il perd pas une seule seconde. Super kick sur Jimmy Uso. Petite revanche de SummerSlam. Et là, Jey Uso va dire une phrase assez marquante puisqu'il va prendre le micro en disant que ça y est, c'est fini pour lui. Il quitte la Bloodline, il quitte SmackDown et il quitte aussi la WWE. Assez marquant, et je savais pas, enfin je m'y attendais pas personnellement. Je m'attendais pas du tout à ce qu'une phrase comme ça soit sortie à SmackDown, surtout de la part de Jey Uso. Donc je me demande où tout ça va partir. Je sais pas si c'est une stratégie de la WWE pour garder cette histoire-là jusqu'à WrestleMania, pour avoir le 1v1 Jimmy Jey à WrestleMania. C'est loin WrestleMania, pour l'instant il est que en août. J'ai eu un peu la flemme d'attendre avril juste pour avoir Jey Uso contre Jimmy Uso. Je pense que ma hype serait partie directement, et franchement c'est un peu trop lent je trouve. Après on pourrait avoir le retour de Jey Uso un petit peu plus tard qui va peut-être coûter un match face à Jimmy ou je sais pas trop quoi. Mais en tout cas ça reste intéressant et je me demande où tout ça va partir. Jey Uso qui quitte la WWE dans la storyline évidemment, faut pas tomber dans le panneau à se dire oh mon dieu il va rejoindre la Week Wrestling comme beaucoup de fans le font sur Twitter. Mais en tout cas c'était super intéressant, j'ai bien aimé ce dernier segment. Et Jey Uso il est vraiment paru comme une réelle star quand il a fait tous ces agissements, que ce soit le super kick sur Reigns, que ce soit la maîtrise de Sikoa, que ce soit le super kick sur Jimmy. J'ai trouvé que Jey Uso était bien en place et ça fait plaisir, même si je suis pas vraiment de la team qui veut voir Jey devenir champion du monde ou quoi que ce soit. Je trouve que c'était vraiment impactant et qu'on a vraiment vu le potentiel de Jey en tant que superstar solo. Après moi personnellement je pense pas qu'il va revenir au Rumble pour gagner le Rumble, pour battre Reigns à Mania. Je pense pas du tout. Je pense que ce sera toujours Cody qui sera la bonne personne pour détrôner Roman Reigns. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on s'est tous mis en tête que ça allait être Cody alors que c'est pas forcément ça. Hein. Cody, il est arrivé comme ça sur un petit peu un miracle, on va dire, quand il quitte la Elite Wrestling. C'était peut-être pas la volonté de la WWE au départ de faire Cody le nouveau champion face à Roman Reigns. Je sais pas personnellement, mais en tout cas, je reste sur cette piste de Cody et on verra par la suite. Donnez-moi votre avis sur cet épisode de SmackDown dans les commentaires. Moi, je trouve que globalement, il a été un petit peu moins bien que celui de Raw, parce que franchement, l'épisode de Raw, il était juste excellent. Là, cet épisode-là, il était un petit peu moins bien, mais surtout la construction avec Austin Theory qui a duré trop longtemps, qui m'a dérangé un petit peu. Mais à part ça, l'épisode de SmackDown était assez bon en vrai. Mais du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous, bisous.